dans énormément de formations, ça continuera de se faire. Mais je pense que ce qui fait la force de notre programme, c'est justement ce caractère d'implémentation, en fait. On remet l'ouvrage sur le métier à différentes périodes. Et en fait, l'élaboration du programme, ça dure 2 ans et demi pour une présidentielle. Donc c'est très long. Et à chaque fois, on arrive avec une base de travail qui est de plus en plus solide. Mais on travaille aussi dans d'autres dimensions. Parce que par exemple, là, on parle du programme pour la présidentielle de 2017. Pour celle de 2022, on avait déjà une base extrêmement solide qu'il fallait évidemment remettre à jour. Mais en 2022, on a décidé d'approfondir la dimension de crédibilité gouvernementale de notre projet. Le procès en crédibilité, en manque de légitimité, il nous est tout le temps fait. Mais du coup, par exemple, on a ajouté des documents qui sont des plans d'action gouvernementaux qui permettent de détailler ce qu'on voudrait faire. Avec un chiffrage extrêmement précis. Avec un chiffrage aussi, voilà. Mais je pense qu'à chaque fois, on a toujours une plus-value de sérieux, de rigueur, etc. à apporter. Je dirais quand même que 2017, ça a été très novateur parce que c'était de loin le programme le plus détaillé et qui correspond à une exigence politique. C'est-à-dire, on dit aux gens, faites-nous confiance, voilà dans quelle direction on va aller. Et comme on sait qu'on n'aura jamais les médias ou le sens du vent de notre côté, c'est important pour nous d'être transparent, en fait, de dire exactement politiquement ce qu'on veut faire. Le résultat de la présidentielle de 2017, c'est que vous avez un groupe à l'Assemblée, 17 députés. Vous, à l'époque, vous avez 26 ans et vous devenez secrétaire général du groupe. C'est une fonction qu'on ne connaît pas du tout, mais concrètement, ça veut dire que vous coordonnez la vie du groupe. C'est vous qui décidez ce qu'on va voter sur tel et tel sujet. C'est vous qui validez les propositions de loi. Vous êtes beaucoup plus jeune que beaucoup de députés. Est-ce que c'est facile d'être un peu la chef, si vous me permettez l'expression, de députés parfois qui ont le double de votre âge? Des députés de mon groupe, en l'occurrence, non, ça n'a pas été difficile. Je dirais que le sentiment d'illégitimité que je pouvais avoir, c'était plutôt d'abord par rapport à l'institution. L'Assemblée nationale, c'est quand même un lieu impressionnant. Quand on n'a pas baigné dedans, ce qui était mon cas, je n'avais jamais, ne serait-ce que visité l'Assemblée nationale avant d'y arriver comme secrétaire général de groupe. Ça n'est jamais comme ça que se faisait un parcours secrétaire général. C'était plutôt une fin de carrière pour quelqu'un. 55 ans, 60 ans, vous avez été souvent exactement assistant parlementaire, collaborateur de groupe dans une commission encore plus importante, puis secrétaire général. Donc mes homologues, elles et ils avaient plutôt entre 50 et 65 ans. Et donc ils m'ont vu débarquer. Avec de la surprise? Avec beaucoup de surprises. Ouais. Par ailleurs, il y avait 17 députés insoumis à rentrer. Jean-Luc Mélenchon, qui était quand même déjà une figure observée, importante. Nos députés qui refusent de mettre une cravate. Bon, notre arrivée, c'était quand même un moment fort de la vie parlementaire. Et ça correspondait aussi à un renouvellement de l'institution, parce que les macronistes étaient quand même aussi, en moyenne quand même, plus jeunes, plus féminins, plus féminin, tout à fait, que les assemblées précédentes. Mais donc 2017, ça a été un choc un peu pour tout le monde. Pas que de notre fait, mais il est clair, parmi les collaborateurs, moi j'avais un profil très particulier. Par ailleurs, je faisais de la recherche, je faisais pas du tout du droit parlementaire, je faisais pas du tout du management, parce que c'est ça, je gérais une équipe de 15 personnes, plus 100-200 attachés parlementaires pour les équipes des députés. Donc j'ai appris à faire au fur et à mesure. Voilà. L'une de vos tâches, c'est aussi d'encadrer certains électrons libres. Je pense par exemple à François Ruffin, qui à l'époque est député de la France Insoumise. Encadrer dans la mesure du possible. Il faut se fixer des objectifs. Vous allez me dire, je vais vous montrer une séquence, vous allez me dire si c'est un objectif que vous étiez fixé ou si vous avez découvert ça un petit peu sur le coup. Je vous montre. Madame la ministre, vous êtes la ministre des Sports, mais vous ne nous avez parlé que de compétitivité, de part de marché, d'attractivité, avec un raisonnement de trader. Je voudrais vous en parler autrement, humainement. Le maillot que je porte aujourd'hui, c'est celui de l'Olympique au Courtois. C'était le club de mon ami Antoine. Franck Ernin en était le président et je l'avais rencontré à un repas de fin d'année à la salle des fêtes d'Eaucourt-sur-Somme. Vous voyez l'ambiance, je pense. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, parce que c'est comme une séquence qui a quelques années maintenant, en fait il y a une proposition de loi qui est discutée dans l'Assemblée nationale. Le but c'est de taxer les gros transferts de joueurs de foot
pour essayer de trouver des financements pour les petits clubs amateurs qui souvent sont tenus par des associations et qui n'ont souvent pas beaucoup de sous. Et vous avez prévenu François Ruffin avant de faire ça ou c'était la surprise du chef? Non, c'était la surprise du chef. Ok. Alors déjà, il y a quand même à dire une chose, c'est que de manière générale, on a assumé en 2017 et on continue de l'assumer le fait qu'on voulait bousculer cette institution parce qu'elle était très close quand même. Une ambiance très feutrée, très feutrée, dire, je pense. De notables. C'est pas insultant pour les gens que de dire ça, mais c'était un monde de notables, très peu féminin évidemment, et avec des codes et des usages extrêmement forts. Je pense que c'était la chose qu'on me disait le plus quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale, les administrateurs, les autres groupes politiques, etc. Mais c'est les usages. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait parce qu'on a toujours fait. Et on a assumé politiquement de dire qu'on était une force politique révolutionnaire. Alors la révolution citoyenne, donc ça passe notamment par des moyens d'attirer l'attention des gens et de leur faire comprendre ce qui se joue politiquement. On sait par exemple que pendant le premier mandat, on a fait, et je pense qu'on n'y est pas étranger, augmenter le nombre de gens qui suivaient les séances en direct, le nombre de gens qui regardaient LCP, la chaîne parlementaire. Et donc, je pense qu'il y a eu un intérêt, une politisation pour la chose parlementaire qui est due notamment à des moments comme ça. Et quand Jean-Luc Mélenchon sort les courses pendant la... Ça, c'est après la baisse des APL de 5 €. Exactement. Et comme Jean-Luc Mélenchon veut montrer que 5 € c'est beaucoup d'argent, on le voit, en fait, il allait faire des courses pour 5 € et on le voit sortir des pâtes, des sauces tomates. Et vous avez Édouard Philippe qui est très étonné et qui ne sait pas bien quoi dire. Exactement. Et donc ça, c'est pareil, ça bousculait les usages, parce que les parlementaires ne faisaient pas ça. C'est quoi les usages de l'Assemblée? C'est avoir un costume, porter une cravate, s'exprimer très bien. C'est quoi pour vous les usages classiques d'un député quand vous... Mais c'est ça qui est magique dans les usages, c'est qu'en fait, ça fait écho à une socialisation partagée, bourgeoise, par les gens. Alors, socialisation, c'est peut-être un mot un peu compliqué. Ça veut dire que ça correspond à une éducation qu'on a pu avoir quand on était plus jeune? Mais plus jeune, et puis jusqu'aux études supérieures, et puis jusqu'aux fonctions. Un tel est avocat dans le cabinet d'un tel, et l'autre est le médecin de famille de je ne sais qui. Vous savez comment vous habillez, comment vous comportez, dans des codes bourgeois? C'est des codes bourgeois que tous les parlementaires, sauf exception, quelques ouvriers sont devenus parlementaires du Parti communiste français, mais ce sont de rares exceptions. Sinon, c'était des codes qui étaient partagés par tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est implicite. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne vous le dit jamais. On ne vous dit pas. On ne vous dit pas que vous ne pourriez pas porter ce haut, par exemple, parce qu'il est trop coloré. Mais en fait, tout le monde le sait. Et donc, quand vous arrivez avec des gens qui ont été... Je pense à Caroline Fiat, qui était aide-soignante, qui a vécu son arrivée à l'Assemblée. Je ne veux pas parler à sa place, mais je sais qu'elle l'a dit comme quelque chose d'assez violent socialement. Des gens qui n'avaient pas fait... Elle expliquait qu'on l'avait pris pour une dame qui faisait le ménage à l'Assemblée. Bien sûr. Et puis moi, on m'a pris je ne sais combien de fois pour une assistante, même comme députée, et même comme première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Donc bon, visiblement, il y a encore du chemin à faire. Voilà, c'est un monde d'implicite et d'implicite bourgeois. Et donc, on a assumé de vouloir casser ces codes-là. On n'est pas les seuls à le faire désormais. Je pense qu'il y a encore, avec la nouvelle mandature, encore une féminisation, un changement de profil des gens. Mais ça reste quand même plutôt à la gauche de l'hémicycle. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que vous dites qu'on ne peut pas changer le système avec les codes du système. Il y a une penseuse féministe qui s'appelle Audrey Lorde qui dit qu'on ne peut pas détruire la maison du maître avec les outils du maître. Donc vous assumez de dire, voilà, nous on a envie de changer le système et on n'a pas envie, pour changer le système, de faire comme les autres. C'est bien ça votre stratégie. Et c'est aussi montrer à des gens qu'ils sont légitimes à faire de la politique, à s'engager. Je pense que c'est extrêmement important que les jeunes filles puissent voir qu'il y a des femmes députées, des femmes qui occupent des fonctions importantes. Je pense que si des petites filles ou des jeunes filles noires ont vu Nadège Abamangoli présider l'Assemblée nationale, elle a été la première femme noire à présider l'Assemblée nationale en 2024, c'était l'année dernière. Je pense que ce sont potentiellement des vecteurs d'engagement, en tout cas de donner confiance sur des trajectoires qui sinon ont été beaucoup empêchées, trop empêchées. Et donc voilà, je pense que modestement, les uns les autres, on peut participer à ça.
Et oui, on assume de dire aussi que nous, ce qu'on voudrait, c'est la 6e République, dans laquelle il y aurait une Assemblée nationale, de toute façon, après l'Assemblée constituante, que ce rôle parlementaire, il serait encore plus important, et que pour qu'il prenne tout son sens, il faut qu'il y ait une représentation à peu près équilibrée de la société, en niveau de diplôme, salaire, origine sociale, que sais-je, parité, évidemment, parce que sinon on retourne dans une idée qui a longtemps perduré, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui savaient mieux que les autres, voilà, et qui pouvaient faire la loi pour les autres. C'est pas pour tout le monde. Voilà. Et quand on voit toujours parfois, y compris parfois, c'est arrivé récemment, je ne sais pas si c'était sur votre chaîne, mais quand je voyais un plateau de 5-6 messieurs discuter du congé menstruel, c'est pas les premières personnes concernées. En fait, on se dit, bon, pour être un bon représentant politique, il ne faut pas partager toutes les caractéristiques de chaque électeur. Ça n'aurait aucun sens de penser ça. Mais je pense qu'on fait de la politique aussi avec ce qu'on est. Et vous savez, quand je fais visiter l'Assemblée nationale à des classes, ce qui m'arrive souvent parce que j'aime beaucoup ça, donc on fait venir des classes de nos circonscriptions, et puis on explique l'institution, etc. Une des premières questions que les élèves et les étudiants posent, c'est quelles études il faut faire pour être député. Et vous leur répondez quoi ? Eh bien, qu'il n'y en a pas. Que justement, c'est ça. Et je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour que chacun se sente légitime à venir avec son parcours, ses expériences professionnelles, ses engagements et ses tripes, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait un bon représentant du peuple ou non. Je pense que c'est davantage la sincérité que la bonne école ou que sais-je, voilà. En 2022, ça est la nouvelle campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon et vous, c'est le moment où vous explosez médiatiquement. Vous n'aviez jusqu'à présent jamais fait de plateau et puis vous mettez en fer. Et là, on vous voit croiser le fer et ça se passe plutôt bien. Je voudrais vous montrer un extrait. Et je me permets quand même de rebondir sur ce qu'a dit madame en arrivant sur le plateau, si vous me le permettez. Ce que vous dites sur le chômage, même si vous le dites en boucle, c'est faux. Le nombre de personnes qui pointent à Pôle emploi, il augmente. Les chiffres que vous prenez, ce sont les catégories A. Vous excluez les catégories B et C. Il y a plus de gens qui vont au chômage. Et par ailleurs, votre réforme, il y a plus de gens qui pointent à Pôle emploi depuis cette année. Oui, je le conteste. Ce que vous dites, est faux. Depuis 13 ans. Je voudrais juste... Donc là, on vous voit débattre face à Maud Bréjon, qui va devenir après porte-parole du gouvernement. Vous disiez que vous n'aviez pas forcément les codes en arrivant à l'Assemblée. En 2022, quand on se met à faire des plateaux de télévision, est-ce que d'abord vous avez peur ? Est-ce que vous dites « mais je ne vais pas savoir quoi dire ?» C'est quand même assez effrayant. Un plateau de télévision, il y a des lumières partout, tout le monde vous regarde. Si vous racontez une bêtise, potentiellement vous faites une maladresse, ça va se retrouver sur les réseaux. Comment est-ce qu'on se prépare à cet exercice ? C'est peut-être aussi pour ça que certains ne veulent pas faire de politique. On se dit « mais on ne va pas être au niveau, jamais je vais réussir à savoir faire ça ». Comment est-ce qu'on se prépare à ça ? Bon, c'est des exercices. Et je pense que comme toute chose, il faut s'entraîner et on devient meilleur. Je pense que on apprend en faisant. Ouais, je pense que je sais mieux faire maintenant que je ne savais faire même à cette époque-là. Et puis je travaille beaucoup. Je prépare, quoi. Vous aimez bien faire ça ou à un moment c'était pas un plaisir? Non, j'aime pas vraiment ça. Vous n'aimez pas faire ça? Non. Vous forcez un peu? Ouais, je me force un peu parce que je trouve ça généralement assez frustrant. Parce que du coup, je travaille beaucoup pour avoir des chiffres, pour être sûre de ce que je raconte. Parce que comme vous le dites, c'est quand même une responsabilité. Et puis moi, je me sens porteuse de la parole de mon organisation. Je veux que les militants, ils se disent que je ne me suis pas plantée, que j'ai... Enfin, voilà. Et puis maintenant, je suis élue, donc je représente aussi les gens qui ont voté pour moi. Je trouve que c'est une sacrée responsabilité, donc je travaille, je prépare. Et le monde médiatique fait que le sujet peut être changé à la dernière minute, ou l'actualité qui tombe, voilà. Ça dure très peu de temps, en fait. Ça passe très très vite quand on voilà. Et quand vous avez bien travaillé, en fait, vous êtes prêt à faire un plateau de 2 heures, mais ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Et donc, je trouve ça généralement assez frustrant. Donc voilà, je pense que on a une série d'excellents orateurs dans les médias à la France Insoumise. Je trouve en tout cas qu'on a beaucoup de femmes par rapport à d'autres formations politiques. Et beaucoup de gens, de manière générale, qui ont plutôt envie de le faire, qui ont plutôt une appétence, etc. Et donc, je trouve ça très bien qu'il y ait plein de gens différents qui le fassent. Et je ne suis pas nécessairement demandeuse de ne faire que ça de mes semaines, quoi.
Je sais que parfois vous faites des pauses médiatiques aussi. Il y a des moments où vous dites je ne fais pas de plateau de télévision, je ne réponds pas aux journaux. Ouais. C'est quoi? C'est un moment pour vous où vous récupérez un peu intérieurement? C'est un moment aussi parfois vous dites oh là là, cette semaine là, j'ai pas du tout envie de faire ça, j'ai envie de me consacrer à d'autres dossiers. Ah non, ça se compte en moi, ça se compte Ça pas se compte en moi. Racontez-nous alors, pourquoi à un moment on se dit à la plateau c'est bon, ras la casquette? Parce que je regarde mon chargé de presse qui n'est pas très loin de vous, qui doit peut-être vous dire parfois ça serait qui bien que vous en n'apprécie fassiez pas un peu plus quand forcément même. ce principe de pause médiatique, mais qui, je crois, le comprend. J'ai beaucoup de responsabilités. Je m'occupe du programme, je suis vice-présidente de l'Assemblée nationale, je m'occupe de l'Institut La Boétie, qui est notre fondation que je co-préside avec Jean-Luc Mélenchon, et encore d'autres choses, des choses qui ne se voient pas forcément, mais en circonscription, etc. J'estime que je ne peux pas tout faire, ou en tout cas pas tout faire aussi bien que ce que j'aimerais faire. Donc, d'abord, c'est des choix. Et donc, voilà. Et ensuite, il y a aussi le fait que j'estime que quand